Lancer un podcast autour de l'Eurovision est un pari assez risqué pour Quentin, Vincent et moi-même quand en 2021 on s'est décidé de prendre les micros. L'idée pour nous était de pouvoir parler de l'Eurovision différemment, ou en tout cas d'essayer de faire entendre à la majorité que le concours pouvait être intéressant si on le regardait sous différents aspects. Un de nos meilleurs épisodes de la saison 1 a été celui consacré aux enjeux géopolitiques dans le concours, et c'est un sujet que l'on affectionne particulièrement traiter puisqu'on a fait un deuxième épisode consacré aux enjeux géopolitiques dans la saison 3. Mais parce qu'il répond à encore beaucoup de questions, voici la rediffusion du premier sujet géopolitique traité dans notre saison 1. Bonne écoute! Bonjour à tous, cet épisode a été enregistré le 22 février 2022, quelques jours seulement avant l'intervention militaire de la Russie en Ukraine. Alors aujourd'hui, lundi 28 février, c'est la première diffusion de notre épisode consacré aux impacts des conflits géopolitiques au sein du concours Eurovision de la chanson. On y parle évidemment du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, et bien que nos analyses précèdent ces tragiques événements, nous avons quand même décidé de diffuser notre épisode. Je souhaite toutefois préciser les éléments connus à ce jour qui ne sont pas évoqués dans l'épisode au regard de l'Eurovision. Tout d'abord, le concours 2022 est maintenu. Ensuite, sur demande du télédiffuseur ukrainien et soutenu par 8 autres, la Russie a été exclue par l'UER du concours 2022. Enfin, les diffuseurs publics russes dont Channel One et VGTRK ont annoncé dans les médias russes leur retrait de l'UER. L'Eurovision a toujours été le théâtre d'enjeux qui la dépassent, ce qui en fait également un concours unique. Cet épisode vous éclairera peut-être, vous posera des questions sans doute, vous fera rire aussi, on l'espère. Quand la géopolitique s'invite à l'Eurovision, les conflits russo-ukrainiens et azéri-arméniens, c'est tout de suite. Bienvenue dans 12 points. Finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Nous voici de retour dans 12 points avec un épisode qui est brûlant sur l'actualité du moment parce que nous allons évoquer la géopolitique à l'Eurovision, quand la géopolitique s'invite à l'Eurovision. Et aujourd'hui, évidemment, on va parler du conflit ukraino-russe. Ah, direct. Ok, d'accord, ça marche. Les pieds dans le plat. C'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, l'idée c'est pas de faire un cours d'histoire ou un débat politique, c'est vraiment d'arriver à éclairer les situations qu'on peut observer un peu chaotiques ou non à l'Eurovision à travers la géopolitique. Et ça va en être que plus intéressant. Ce qui est très vrai à l'Eurovision, c'est que, beaucoup le disent, c'est un thermomètre de l'échiquier international. C'est un espace-temps archivé à la télé qui permet de montrer l'état du continent européen aussi de manière assez intéressante. Et brûlante. L'actualité brûlante de l'Eurovision. Alors, avant de commencer cet épisode, il faut qu'on soit clair sur ce qu'est la géopolitique. À la différence de la politique, parce qu'on va vraiment orienter le débat autour de la géopolitique. Quentin, est-ce que tu peux nous définir ce concept de géopolitique ? Ouais, en fait, la géopolitique, c'est l'analyse des rapports de force politique entre des États, c'est souvent des États, parce que c'est eux qui dirigent la diplomatie mondiale, mais qui ont des enjeux territoriaux et géographiques. Donc, la maîtrise d'un territoire, la maîtrise d'un fleuve, la maîtrise d'une ville. Donc, il faut qu'il y ait un aspect territorial et géographique. Si c'est juste tel pays qui s'oppose à tel autre pour une raison X ou Y, mais il n'y a pas d'enjeux territoriaux, c'est de la politique, mais ce n'est pas de la géopolitique. Voilà, et là, on consacrera d'ailleurs des épisodes futurs aux messages politiques adressés à travers le concours, mais là vraiment on se concentre du coup sur les notions de conflit de territoire. Alors aujourd'hui, on va évoquer deux grands conflits, les plus grands conflits actuels autour du concours. Je le disais en introduction, donc ça va être l'Ukraine et la Russie, mais également celui du Haut-Karabakh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, du coup, qui se battent depuis de nombreuses années maintenant pour ce bout de territoire. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts pour commencer cet épisode qui s'annonce particulier ? Bonjour d'abord, je sais pas. Moi j'attendais qu'on me dise bonjour. Bonjour Vincent. On a oublié de dire bonjour. Non, moi personne ne me dit bonjour. Alors bonjour Quentin, bonjour Thomas. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Merci. J'en profite d'ailleurs pour dire bonjour aux auditeurs et les remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter 12 points le podcast. Merci à tous. Et puis on est prêts. Allez, c'est parti, on commence.
Alors une petite précision, on enregistre aujourd'hui cet épisode le 22 février, donc il se peut que certaines informations qu'on va mentionner au regard du conflit actuel russe-Ukraine soient un peu datées par rapport à la date de diffusion de l'épisode. Mais néanmoins, l'idée c'est d'arriver à parler de l'impact de ces conflits dans l'Eurovision. Pour commencer, est-ce qu'on peut éclairer un peu tout le monde sur ce conflit ukraino-russe ? Oui. Merci beaucoup, c'est très intéressant. oui, en fait, il faut remettre vraiment pour le coup là dans le contexte long. C'est que l'Ukraine est un État souverain, j'insiste sur le terme parce que ça va avoir son importance pour la suite. Bien avant même l'Empire russe, donc avant 1919, l'Ukraine existe déjà comme entité indépendante, vraiment comme un pays indépendant. Suite à la révolution bolchevique de 1919, l'Ukraine est absorbée par l'URSS. Et en 91, l'URSS explose. La Russie reconnaît, avant 2014, l'intégralité des frontières ukrainiennes, donc notamment que la Crimée est ukrainienne et que le Donbass est ukrainien. Sauf que depuis 2014, la Russie a annexé la Crimée sur des motifs fallacieux sur le droit international. Et ça a déclenché, en tout cas, on a vu ces enjeux géopolitiques prendre une résonance particulière à l'Eurovision. C'est ça un peu le propos qu'on va dire aujourd'hui, c'est que c'est pas que l'Eurovision est géopolitique en soi, c'est juste que, comme tu le disais en intro Thomas, l'Eurovision c'est une photographie à l'instant T de l'état des forces entre États qui parfois sont en conflit, en guerre ouverte. Et là du coup, le conflit russo-ukrainien se retrouve à l'Eurovision. C'est la meilleure des guerres, non, de se battre en chanson. Moi, je sais pas, je vis un peu dans un monde parfait, vous voyez. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est le meilleur des télécrochets. Combattons en chanson, je vous en supplie, quoi. C'est le Hunger Games de la chanson. Mais alors, justement, c'est la meilleure des guerres. C'est le principe même fondateur de l'Eurovision. 1956, on le rappelle et on l'évoque dans notre épisode 1, que je vous invite à aller écouter, les origines de l'Eurovision. Création du concours, pourquoi ? Pour, après la Deuxième Guerre mondiale, euphémiser les tensions. Donc on va définir ce que signifie euphémiser, mais c'est rendre vraiment un espace sans tension d'échange international. Donc ce qui est intéressant, c'est d'arriver à voir comment, en fait, alors que oui, c'est la fête, c'est la joie, c'est love, c'est peace, on cherche quand même à faire valoir ses valeurs, ses ambitions, ses orientations politiques. Exactement. Il faut voir ça comme un grand dîner de Noël. Je veux dire, il y a un moment donné, t'aimes pas ta tante, bon tu dînes quand même à Noël avec elle, et puis t'essaies de te mettre loin d'elle de la table, et puis voilà, comme ça, en fait, ouf, tout le monde est content, non, je sais pas. Tu veux de la dinde ? Non, je sais pas. Bon, je sais pas. Alors pour revenir à l'actualité russe, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est assez sous tension globalement sur le continent européen à ce propos. Se pose même la question de savoir quid de la participation de la Russie au concours 2022. On attend de voir ce que l'Union européenne de radio-télévision dira. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où il n'y a plus de sous-entendus. Oui. Le conflit est ouvert et jusqu'à présent, les tensions qui existaient depuis 2014 entre la Russie et l'Ukraine à l'Eurovision se sont révélées de différentes manières. Oui, ça je sais, parce qu'en fait en 2014, pour ceux qui ne savent pas, les deux du fond, en 2014, la Russie a annexé la Crimée qui est un petit lopin de terre au bord de la flotte en Ukraine. Voilà. Tout à fait. Et du coup, voilà. Et c'est vrai que dans le concours, ça s'est traduit de manière très manifeste avec la candidate ukrainienne qui avait une chanson qui était pas génial, on va se mentir, TikTok avec la roue du hamster justement dont parlaient Mans et Petra, qui a fait un score incroyable, alors qu'en fait clairement je pense que les votes étaient pour dire ouais, on soutient l'Ukraine, alors qu'il y avait les sœurs truelles là, les sœurs balances de la Russie qui sont arrivées du coup derrière l'Ukraine à ce moment-là. Chamoise des cheveux là, celle qui était collée. Oui. Alors c'est vrai que je l'évoquais dans l'épisode consacré aux règles. Oui, aujourd'hui je suis très allé écouter nos anciens épisodes si vous découvrez notre podcast à travers cet épisode. On évoque en 2014 les premiers cas de huée dans le public, dans la salle des deux candidats russes, et à la fois au moment de la remise des votes, qui met mal à l'aise l'organisation. L'organisation est si mal à l'aise à ce moment-là que l'année suivante, en 2015, on met en place un système technique de anti-huée pour qu'on évite d'entendre au maximum les huées, mais ça ne marchera pas puisque la Russie continuera d'être huée. Et c'est encore le cas. On a participé ensemble à l'Eurovision Junior là à Paris. Quand la petite fille est arrivée sur scène pour chanter sa chanson, elle s'est faite huer par le public. Il y a vraiment quelque chose aujourd'hui, une atmosphère belliqueuse de la Russie
de Poutine, je vais même dire. Parce que est-ce que le peuple russe vraiment est aussi belliqueux ? Je pense que c'est juste l'histoire du mégalomane russe, et c'est moi ça qui me dérange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette tension, elle se reflète dans ce concours qui se veut plutôt Love, Love, Peace, Peace, un concours de chant, etc. Et moi, je pense qu'on aurait à honneur de vouloir continuer à faire venir la Russie à ce concours de chant, parce qu'en fait, c'est le télédiffuseur, voilà, c'est pas la force politique en place. En fait, et c'est même très intéressant parce que le télédiffuseur russe, justement, est une forme, alors je mets des guillemets, mais c'est une forme de contre-pouvoir en Russie, c'est-à-dire que le télédiffuseur public, donc c'est l'équivalent de France Télévisions pour la Russie, ils essayent vraiment de rester le plus neutre possible dans leur traitement, notamment de l'information ukraino-russe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se font pas sanctionner ou qu'ils se font pas exclure, tout comme la Biélorussie s'est fait exclure, parce que elle, clairement, le média public qui était membre de l'UER, là, en fait, ne respectait pas la charte fondamentale que tous les États membres et que tous les télédiffuseurs ont signé auprès de l'UER. Et justement, le télédiffuseur russe, lui, il fait ce qu'il peut dans cette situation. Et je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est pertinent que la Russie vienne toujours. Et le coup des huées, notamment, alors surtout pour le junior, il faut bien imaginer que la petite gamine, je ne sais plus, elle avait 12-13 ans, bon, ça lui passe au-dessus, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ambassadrice du pays. Enfin, tu vois, elle n'est pas la porte-parole de Poutine. Mais malheureusement, il y a tellement de tensions qu'elle devient le bouc émissaire facile parce qu'elle arrive là, donc c'est la Russie, donc on boue la Russie. Et d'ailleurs, justement, j'insiste bien, le télédiffuseur russe n'a jamais été sanctionné pour ça. Cela dit, elle a peut-être été huée parce que c'était une enfant. Non, moi j'ai adoré sa chanson. Ça, c'était toi, Vincent. Ça amène à la question suivante. Que cherche la Russie en participant à l'Eurovision, finalement, aujourd'hui ? C'est une bonne question parce qu'en fait, on voit bien que... Alors, il n'y a pas d'ordre, mais certaines années, ils envoient quelque chose de, on va dire, de très pop mainstream qui passe à la radio, type Sergueï Lazarev, qui était un vrai show eurovisionnesque. Une machine de guerre pour gagner, une mise en scène incroyable, etc. Et puis, certaines années, ils envoient une chanson, comment on pourrait dire, un peu critiquable parce que c'est vraiment, là, pour le coup, c'est Love, Love, Peace, Peace. Et venant de la Russie, c'est, disons, un petit peu culotté d'envoyer Polina Gagarina en 2015 sur La paix dans le monde, c'est merveilleux. Bon, les cocos, enfin... Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le télédiffuseur qui, lui, porte ce message. Oui, et c'est aussi, quelque part, un reflet qu'il essaye de faire passer. J'imagine que Poutine, il valide pas la chanson de la Russie à l'Eurovision. Alors justement, si, en fait. C'est pour ça que ce télédiffuseur russe, il essaye vraiment de faire ce qu'il peut. Il essaye de résister aux pressions russes. Certaines années, je pense qu'il s'en sort, qu'il y arrive. Et d'autres années... Typiquement, Polina Gagarina, on le sait, c'est factuel, elle est dans les petits papiers du Kremlin. Donc c'est vraiment quelque chose qui est connu en Russie, et il y a même eu une suspicion, rumeur, que c'était son amante. Donc il y a vraiment quelque chose... Ouais. Ah ouais. Donc il y a vraiment quelque chose... Hein. Parce que Polina est plutôt belle. Oui, justement. Mais bon, enfin... Oui, mais tu sais, le pouvoir politique, a priori, chez certains, ça, c'est excitant. Question suivante, quel est le rôle de l'UER dans la gestion de ce concours et notamment au regard des tensions géopolitiques ? Alors là, typiquement, elle a pris acte sur la Biélorussie il y a 1 an et demi maintenant, en la virant clairement du concours, pour plusieurs raisons financières, mais principalement politiques. Quel est le rôle aujourd'hui que vous définiriez pour l'UER dans ses choix de participation ? Je trouve qu'en fait, l'UER est un petit peu pompier pyromane, c'est-à-dire que d'un côté pompier, c'est-à-dire que vraiment comme la Biélorussie, qui factuellement, le télédiffuseur biélorusse, n'a pas respecté la charte. Vraiment faisait, donc la télévision publique biélorusse, faisait des articles et des reportages à charge contre les opposants au président dictateur. Donc en fait, on voyait bien que là, le média public qui était soi-disant indépendant ne respectait absolument pas l'indépendance journalistique et n'était qu'un organe de propagande de l'État central. Et là, pour le coup, l'UER a dit, c'est simple, ça veut dire que vous ne respectez pas la charte de l'UER, on vous vire. Goulag. Exactement. Et là, pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est que le télédiffuseur public russe n'est pas du tout dans la propagande, ne plie pas, essaye tant que faire se peut de garder une objectivité, une neutralité. Et donc, l'UER, très probablement, n'interviendra pas, sauf violation manifeste de la charte. L'Ukraine, d'ailleurs, le télédiffuseur ukrainien a plusieurs fois été condamné d'amende parce que le télédiffuseur public instrumentalisait le média public pour le côté pro-russe. Et en 2017, quand ils organisent l'Eurovision, en février, donc 3 mois avant l'Eurovision,
tout le pool des directeurs, enfin tout le board du conseil d'administration de la télévision ukrainienne a été viré par le pouvoir central, qui était un nouveau président Poroshenko, qui était pro-russe. Et il a mis des gens plutôt pro-russe à la tête. Et donc, ça, c'est une bataille permanente. C'est marrant parce qu'en 2017, moi, je me souviens qu'il y avait eu plein d'histoires sur la venue, notamment de la participante russe en Ukraine. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé Une catastrophe. Ah, la chanson ou le... Oui, tout. En fait, pour faire vraiment en express, donc en 2017, c'est l'Ukraine qui organise. Et depuis l'annexion de la Crimée en 2014, il y a une loi ukrainienne qui impose le fait que tous les individus qui potentiellement vont se produire ne doivent pas avoir été en Crimée après l'annexion. Et l'idée, comment ça ne doivent pas avoir été en Crimée après l'annexion? Avoir chanté, avoir performé en Crimée, en vrai. Donc aujourd'hui, l'Ukraine, elle renie la Crimée. Elle cherche elle plus... renie pas, mais c'est devenu un territoire russe, en vrai. Donc du coup, c'est... Pardon, excuse-moi si je... Vas-y, ouais. Mais c'est un peu vu comme une trahison. C'est ça. C'est-à-dire que des artistes ukrainiens, ou pas d'ailleurs, qui peuvent être aussi n'importe, russes, que ce soit français, peu importe anglais, la nationalité. N'importe. Là, c'est tombé sur la russe. Et d'ailleurs, on va le voir, mais je pense que ça a été fait volontairement. Donc cette loi-là, le télédiffuseur organisateur du concours l'a bien précisé 8 mois avant le concours à tous les pays membres en leur disant, par contre je vous rappelle, il y a cette loi qui fait que si vous envoyez une chanteuse ou un chanteur qui est allé en Crimée après l'annexion, il ne pourra pas rentrer, son visa sera refusé, il ne pourra pas venir sur le territoire ukrainien. Les Russes, jusqu'au bout, 3 jours avant la deadline où il faut rendre la chanson, la Russie annonce que ça sera Julia Samoyova qui va chanter Flame is Burning. Et on apprend 1 jour avant la deadline qu'en fait, elle est allée en Crimée plusieurs fois pour faire des concerts. De là, l'Ukraine déclare, le télédiffuseur déclare, Julia ne respecte pas la loi de sécurité intérieure, elle ne peut pas rentrer sur le territoire ukrainien, venir performer. Petite précision, on l'a un peu abordé tout à l'heure, mais l'UER a essayé une négociation, a tenté d'arrondir les angles et à un moment donné a proposé que Julia reste en Russie et chante à distance. Sauf que la loi ukrainienne précise que peu importe où se situe la personne, en fait, les personnes qui sont allées en Crimée après l'annexion n'ont pas le droit d'être diffusées à la télé. Alors il faut savoir qu'à travers cette loi, qui est questionnable pour la liberté individuelle de voyager, de se déplacer, et qui est notamment en fait... Et puis d'avoir du boulot, je sais pas, enfin... Aussi. À ce moment-là, l'UER menace l'Ukraine de disqualification dans le futur. Après, il y a une petite précision aussi qui est assez démago de la part de la Russie, comme d'hab. Enfin, et qui a été fait exprès. Je veux dire, c'est toujours un peu tendax, mais il faut quand même préciser que cette chanteuse russe, Julia Samoylova, est handicapée physique. Et que donc, du coup, forcément, la Russie a dit « Oh là là, c'est dégueulasse, l'Ukraine et tout, machin. » Vous avez un comportement discriminant. Ils refusent l'handicapé, etc. Machin, c'est vraiment très discriminant. Alors que bon, concrètement, la Russie, on sait très bien pourquoi vous avez fait ça. Enfin voilà, c'était pour mettre un débat dans le débat, dans le débat, etc. Enfin, et surtout pour critiquer l'Ukraine en disant « Vous avez vu, ils sont monstrueux, ils n'acceptent pas qu'une chanteuse handicapée puisse venir se produire gentiment alors qu'elle défend une chanson qui parle de la paix. » Ouais, mais c'est la Russie. Bon, après cette candidate, du coup, est revenue l'année d'après, en 2018, et s'est fait lourder en demi-finale. Pourquoi ? Parce que sa chanson était mauvaise et parce que la mise en scène... Et elle ne sait pas chanter, et merci les chœurs, et sa mise en scène était... affreuse. Et puis, en fait, cette histoire-là se passe en 2022. Pour cette Eurovision-là, c'est vrai, voilà, de nouveau... Tu anticipes la question que j'allais poser, effectivement. La candidate vainqueur du concours interne à l'Ukraine pour représenter le pays à l'Eurovision. De nouveau, toujours cette histoire de... En fait, elle est allée très probablement, je mets des guillemets parce que c'est encore une zone floue, mais elle s'est retirée. Donc, pour faire simple, elle a gagné le ticket, elle a gagné la sélection. Et 3 jours après, un média russe, et c'est là où on voit toute le côté pernicieux. C'est fait exprès. Un média russe publie un papier qui montre qu'elle est allée performer en Crimée en 2015, donc après l'annexion. Et donc automatiquement, c'est dans la loi ukrainienne, elle ne peut pas représenter le pays. Le vice-premier ministre ukrainien s'en prend directement à elle en disant que c'est une traîtresse, qu'elle ne respecte pas l'identité ukrainienne et que ça ne va pas du tout. Et en fait, il y a des doutes sur la véracité de ce document qui prouve qu'en 2015, elle est allée en Crimée. Et pour éviter tout esclandre, que ça dure des plombes, la candidate s'est retirée.
Alors, pour le moment, j'insiste bien, on ne sait pas si c'est vrai, mais en même temps, si on se dit qu'elle se retire, c'est que peut-être que... On dirait Djokovic en Australie. Ouais, c'est un peu la même chose. Imaginons que cette candidate vienne de Crimée et va chanter un concert en Crimée où là où il y a tous ses copains d'enfance et sa famille. C'est dégueulasse quand même, en vrai. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous, ça me paraît un peu fort de café d'imposer une telle restriction, sauf qu'encore une fois, là, les candidats ukrainiens, mais on ne parle même pas de la Russie, la candidate ukrainienne, elle sait quand même si elle allait en Crimée. Donc, c'est un peu bizarre quand même de faire le concours, le remporter. Et finalement, je me retire en fait parce que oui, en 2015, elle espérait que ça soit pas vu. Ça, c'est un peu bizarre quand même. Mais c'est si bien que ça la Crimée, non? Je sais bah, pas. C'est une c'est station moche balnéaire. comme tout. Il fait froid. C'est très pauvre. On entend les récents discours de Vladimir Poutine qui défend une appartenance à un monde soviétique qui s'inscrit dans une culture radicalement différente de la culture occidentale, pour pas dire européenne, mais occidentale. Pourquoi la Russie s'obstine à participer à l'Eurovision s'il nous trouve si différents et qui nous aime si peu? C'est vraiment pertinent, mais la Turquie, par exemple, donc on en reparlera peut-être pour d'autres épisodes plus politiques que géopolitiques, mais la Turquie s'est retirée pour ces raisons-là. Elle considérait qu'en fait, les valeurs représentées au concours ne correspondaient pas aux valeurs des dirigeants. J'insiste bien, et tu le faisais bien de le mentionner, c'est pas forcément les Russes dans leur ensemble, c'est les dirigeants. Surtout dans un pays autocratique, si ce n'est presque dictatorial, ça pose question sur le poids, l'influence du dirigeant. Et en tout cas, pour le dirigeant, c'est vrai que c'est surprenant, mais je reviens à ma remarque de tout à l'heure, le télédiffuseur russe, lui, il essaye en interne de résister à ça. Il essaye de faire ce qu'il peut pour sauver les meubles et pour faire bonne figure et ne pas devenir un organe de propagande du gouvernement poutinien. Et après, je pense qu'il y a aussi un intérêt, comme on l'a dit très souvent dans ce podcast, c'est un intérêt pour le pays, un intérêt culturel, un intérêt de faire découvrir son pays, de faire venir des touristes, quoi, enfin. Et donc, je pense que la Russie est engagé depuis tellement longtemps dans ce concours. Et à cartonne en plus. Oui, en plus, ils envoient des bonnes choses. Même si, je le sais, moi, personnellement, évidemment que j'ai toujours une petite rancœur quand je vois la Russie et j'ai honte un peu d'aimer. Mais c'est vrai. Mais pour autant, ils sont bons et ils envoient des bonnes choses. Ils ont bien compris comment ça fonctionnait. Ils tirent leur épingle du jeu, en fait, si tu veux. Et donc, du coup, je pense que la Russie se retirera pas de ce concours, étant donné qu'en fait, c'est quand même une super carte de visite pour son pays. Et puis, je pense même qu'ils veulent gagner, en fait. Et dans ce schéma-là, justement... Qu'est-ce que tu anticipes mes questions aujourd'hui? N'arrête pas. Est-ce que vous pensez que la Russie a les capacités de gagner le concours? Absolument. Je dis pas dans ce qu'elle propose, mais je dis dans le fait de pouvoir obtenir et des votes du jury et des votes du public. Oui, Est-ce que les votes du jury sont fiables? Est-ce que les votes du public sont fiables? Est-ce que la Russie, si elle présente la meilleure prestation du concours aujourd'hui, vous pensez qu'elle peut, au regard de ce qui se passe sur les terrains géopolitiques, remporter le concours de l'Eurovision? Alors, moi, je pense que oui. 2016 le montre. Oui, non, mais c'était 2016. Et là, tu vois, avec les tensions qui existent aujourd'hui en 2022, parce que j'ai toujours pensé que... Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Excuse-moi, je te coupe. Non, mais 2016, c'était Sergueï Lazarev. Il gagne le vote du public. Et il gagne le vote du public. Après, sa prestation était magistrale, vraiment magistrale. Et 4e ou 5e du jury, donc même les jurys... Non, mais tu vois, enfin, c'est un truc aussi où je me dis qu'en temps normal, la Russie pourrait gagner le vote du public. Pas des jurys, parce qu'il y a tellement de tensions géopolitiques et tout machin. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, tout le monde est informé de ce qui se passe. Là, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, la Russie gagnerait le vote du public. Parce que les gens diraient « Ah bah non, franchement, dégueulasse, Poutine, connard, etc. » Je pense, et c'est un avis complètement personnel et qui n'est absolument pas vérifié par les scientifiques. mais on oublie qu'il y a 18 pays d'Europe de l'Est. Après, il y a beaucoup de pays beaucoup de points d'anciens URSS. Donc en fait, aujourd'hui, la Russie a un matelas de points. Mais là, on est dans un état d'esprit qui est quand même radicalement différent. Oui, mais tous les pays de l'Est finalement pensent comme la Russie. Enfin, pense. Là, pour le coup, ils sont contre la Russie. C'est très surprenant. La Pologne, première nouvelle. La Pologne, la Hongrie, qui pourtant ne sont pas des démocraties là avec Viktor Orban, sont d'accord pour sanctionner la Russie. Donc, il y a un basculement politique. Après, le peuple, les individus qui votent, et je ne sais pas si ça rentre dans leur balance. Je ne sais pas du tout si les individus qui votent, que ce soit d'ailleurs les jurys ou le public, je ne sais pas à quel point ça compte. 2014, l'Ukraine finit 7e et la Russie 8-9e, enfin pas très loin. Non, elles sont coude à coude. C'est l'Ukraine qui est juste devant Donc, la Russie. L'année même,
de l'annexion, qui était condamnée de manière internationale, elle fait quand même 8e. La chanson n'était pas top. Si, moi j'aime beaucoup. Oui, alors c'est vrai, on n'est pas d'accord là-dessus. Sergueï Lazarev, 2016, 2 ans après, on est toujours... Et Jamala envoie une chanson politique qui a des échos très clairs sur la Crimée. Et la Russie finit premier du télévote et 4e ou 5e du jury. Donc malheureusement, je pense que les gens qui votent à l'Eurovision ne prennent pas en compte le contexte politique. Je ne sais pas d'ailleurs, malheureusement. Et tant mieux peut-être en vrai. Parce que, on ne cesse de le marteler, c'est vrai que c'est un concours de chansons. Alors est-ce que... Et ça, c'est vraiment démago de ma part de dire ça. Est-ce qu'on laisse de côté toutes les tensions politiques, etc., machin, parce que pour la faire grosse, je pense que si les nazis avaient envoyé une chanson, on penserait pas comme ça. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que je sais pas. C'est vraiment une question que je pose. Est-ce qu'il faut s'en tenir vraiment à ce truc de dire c'est un concours de chansons et donc du coup on laisse vraiment tout de côté, ou alors est-ce qu'on prend en compte toutes ces tensions géopolitiques qui arrivent, etc., et finalement ça devient un procès d'intention? Et c'est en ça que je trouve ce concours intéressant, c'est-à-dire qu'il offre une bouffée d'oxygène dans un monde qui est très politique. Et c'est en ça que je le trouve très intéressant, parce qu'en l'espace de 3 heures, 4 heures, on est tous ensemble, on fait la fête et on se rend compte que finalement, sous la lorgnette qui est plus populaire que politique, eh ben on vit tous les uns à côté des autres, et c'est vraiment moi c'est l'image que j'ai de ce concours, c'est vraiment ce que je sens qu'il veut transmettre. Quentin. Ouais, je rebondis sur le débat qu'on a sur est-ce qu'on doit mettre à distance la politique, etc. 2012, quand Loreen et la Suédoise gagnent le concours, la Suède l'année suivante tente, j'ai bien dit tente mais ça n'a pas marché, dans le conseil d'administration de l'UER, d'imposer dans le règlement que le concours doit se faire dans des démocraties. Ils ont tenté de dire, en fait, on ne peut plus accepter, parce que 2012, je vous rappelle, Azerbaïdjan, on en parlera un petit peu après, mais Azerbaïdjan qui est littéralement une dictature, probablement la pire des dictatures en Europe, enfin sur le continent européen plus le Caucase. Et en gros, la Suède essaye de faire passer à l'UER le fait que si c'est un pays dictatorial ou autoritaire qui gagne, le concours doit se passer dans le pays arrivé deuxième. C'est-à-dire un pays qui est factuellement une démocratie libérale, en tout cas qui respecte les droits de l'homme et compagnie. Mais on n'a pas le détail des discussions intérieures, mais l'UER n'a pas intégré cette condition-là dans les conditions de l'organisation. C'est un peu comme les JO. Les JO, regardez bien que les pays maintenant où ça se passe, c'est pas des démocraties. Donc, et se pose la question, est-ce qu'on peut toujours aller fêter le sport ou la chanson dans des pays qui répriment leur population, qui tuent des homosexuels, surtout pour le concours qui est très LGBT friendly. Il y a des questions qui se posent vraiment fondamentalement. J'ai pas de réponse, j'avoue que... Vous avez 4 heures. Quoi qu'il en soit, on verra pour la Russie. On saura très vite finalement si elle est toujours partie prenante à la session 2022. Peut-être que sa non-participation au concours sera une des sanctions proposées par le J'imagine Joe Biden dire, tu sais, sanctions, vous n'allez pas à l'Eurovision. Bon, en tout cas, nous verrons bien ce qu'il en est. Je vous propose de suite de passer à la première chronique de l'émission. C'est l'instant. You. Élodie. L'instant. You. L'instant. You. C'est l'instant. You. Gossuin. C'est l'instant Élodie Gossuin. Alors c'est moi cette semaine qui fait l'instant Élodie Gossuin. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait d'ailleurs. Mais je tiens, avant de commencer cette rubrique, à rappeler que cet instant Élodie Gossuin est là pour mettre en avant ce qui fait l'originalité particulière et singulière de l'Eurovision. Voilà, pour expliquer aux nouveaux auditeurs qui arriveraient sur cet épisode. On met ici en avant les moments what the fuck sur lesquels on s'interloque, comme Maria James. You. Hello Petra, bonsoir Mens, Mais good pourquoi evening Europe. Et à qui d'ailleurs on fait un gros bisou pour ses récentes 60 bougies soufflées. Bravo, Ouais, quand même. Joyeux anniversaire, Marianne. James. Marianne, si tu nous écoutes, t'es la bienvenue dans tout ce point. Alors pour cet épisode consacré à la géopolitique et donc au territoire, les amis, je vous ai préparé un instant particulier et singulier. Oui, l'Eurovision, c'est la fête, la joie, love, love, peace, peace. On euphémise les tensions, on ne cessera jamais de le répéter. Hélas, tel Jean-Marc généreux et son départ de Danse avec les stars, des pays nous ont quittés. Ils sont 6. Quel enfer. Et aujourd'hui, je veux leur rendre hommage. Ah oui, ok, d'accord, Jean-Michel Jarre, là. Attends, il y a Thomas. Son lumière. Excusez-nous, auditeurs, auditrices, Thomas vient d'ouvrir une boîte devant nous avec des veilleuses, voilà. C'est la veillée mortuaire. Voilà, c'est le moment in memoriam des Césars, là.
Le Luxembourg. Participation depuis 1956. Sortie du concours en 93. Pays fondateur pourtant, avec la participation mémorable de Michel Arnaud. Allez écouter notre épisode 2. Gagne le concours à 5 reprises. Monaco, 1959-2006. Une seule victoire en 1971. La Hongrie, 1993-2019, n'a jamais remporté le concours. La Bosnie-Herzégovine, 1993-2016, n'a jamais remporté le concours non plus. Andorre, 2004-2009, 0 victoire. Et pourtant, le suspense quant à son retour en 2022 était encore très présent. Mais ils ne reviendront pas. La Slovaquie, 1994-2012, chou blanc. La Turquie, 1975-2012, un pays qui n'aime visiblement pas les arcs-en-ciel, remporte le concours une fois en 2003. Le Maroc, 1980-1980, une participation unique qui reste mémorable. Et enfin, le Bélarus, 2004-2021, qu'on a remis de force dans un Uber car trop bourré en soirée, n'a jamais remporté le concours. Mais allez hop, moi je veux pas de cette ambiance mortifère. Aussi, pour rendre un vrai hommage à ces participations de naguère, jadis ou autrefois, je souhaite bienvenue à la toute première cérémonie des... La cérémonie des bails d'or. Qu'est-ce qu'il dit? Ah mais attends, qu'est-ce que c'est? Les bails. Ah, les bails. Ok, d'accord. Donc on a devant nous des pailles d'or, hein, voilà. C'est les bails d'or. Avec des petits messages. Des petits messages, je pense qu'on va les avoir du coup. Alors vous aurez tout en photo hein, oui. sur l'Instagram de 12 points. Parce que nous sommes un podcast, mais en même temps une chaîne YouTube. C'est un podcast on fait des visuel, films. hein, voilà. Donc les bails d'or, qu'est-ce que c'est on va rendre hommage dans la joie et la célébration aux 6 participations défuntes de l'Eurovision à travers une cérémonie digne des plus grands, les Oscars, les Césars, etc. Pour cela, 3 catégories dans lesquelles j'ai nommé chacune des Délégation. chacune des délégations exactement en hommage. Et je vous commence tout de suite de commencer par la première catégorie qui s'appelle... Ils ont sonné le glas de la participation de leur pays. Et donc, je vous propose d'écouter tout de suite les nommés. Suzanne Georgi, La Teva Decisio, Andorre 2009. Oh mon Dieu. Séverine Ferrer, La Coco Dance, Monaco 2006. Ah, c'était réussi. Oh là là. Max Jason Mai, Don't Close Your Eyes, Slovaquie 2012. Oh là là. Oh là là. Alors, voici les 3 nommés et je te propose, Vincent, de révéler du coup le gagnant de cette catégorie. Donc le bail d'or de celui ou celle qui a sonné le glas de la participation de son pays est attribué à... Et l'enveloppe hyper dure à ouvrir. Attends, il y a un huissier de Maître Nadjar qui a fait les enveloppes. Séverine Ferrer, la Coco Dance, Monaco 2006. J'aurais voté exactement pareil. Oui, pareil. Non mais alors attends, on en parle de la Cocodelle parce que justement c'est la catastrophe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà Séverine Ferrer a participé à l'Eurovision. Oui, moi ça oui. m'a fait vraiment mourir de rire. Et mais sur C'est cette mérité, chanson hein, est une catastrophe. Rien ne va. Ouais. Tout est faux, c'est une catastrophe. Vous l'avez entendu dans le petit extrait d'ailleurs à ce moment-là. Voilà, la première, le trophée revient, ils ont sonné le glas de leur participation. Oui, parce que Séverine Ferrer a été la dernière participation de Monaco en 2006. Voilà, avec la Coco Dance. Donc, magnifique trophée. Oui. Le bail d'or est remis à Séverine Ferrer. La deuxième catégorie qui concourt aujourd'hui dans les bails d'or, c'est... S'il fallait le refaire. Et s'il fallait le refaire. Donc ça va être des participations que j'ai trouvées assez curieuses. Samira Ben Saïd, Itakat Hob, Maroc
1980. Sophie et Magali de Papa Pingouin, Ah putain, c'est vrai. Luxembourg, 1980. Adiz, Doom Tek Tek, Oh, Turquie, 2009. Shakira turc. Tek Tek. J'adore. Et alors, c'est parti, révélation. Et le bail d'or de l'intitulé Et s'il fallait les refaire est attribué à ASMR Enveloppe est attribué à Samira Ben Saïd Bitakat Ob, le Maroc en 1980. Bravo. Bah écoutez, bravo. Hein, bravo. Alors, ce que je trouvais génial avec la participation du Maroc, c'est que la chanson est géniale. Moi j'aime bien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant ce qu'il proposait. Et justement, tu vois, on évoquait dans certaines émissions le fait que tout devient de plus en plus lisse Oui, tout à fait. en termes ouais. de Ça sonorité. change pour le coup. Ben ouais, là ça changeait. Ça changeait vraiment et ça apportait quelque chose de vraiment nouveau. Alors, troisième et dernière catégorie de cette cérémonie des bails d'or. On sait que vous êtes fébriles car Ah oui. c'est la catégorie que moi je préfère. Tu J'ai l'impression m'étonnes. que moi aussi. Qui est la catégorie que j'ai appelée Tu ne dormiras pas dans la baignoire est attribuée. Non, il n'est pas attribuée Les nommés. à. Les nommés sont. Zoli Haddock, Dance With Me, Hongrie, 2009. Thierry Slavko. Izari et Mayumana, Time, Belarus, 2015. On juge le physique. In the Disco, Bosnie-Herzégovine, 2004. Je me souviens de ça. Et alors, c'est parti. Et donc, le bail d'or de Tu ne dormiras pas dans la baignoire est attribué à. J'ai toujours rêvé de faire ça. Zoli Haddock, Dance With Me, Hongrie 2009. Bravo. Alors, autant vous dire que c'est mon préféré. Je te vois, Quentin, foncer sur ton téléphone. Google. Mais je n'en peux plus. Pour moi, c'est un équivalent de Mans Zemer. Oh là là. point-là. Attention. Ah oui, il dormira 2009, clairement hein. pas dans la baignoire. Attends. Alors la chanson, on juge pas parce que ça avait pas l'air très très bon. On juge le physique. Ah oui, oui. Mais montrez, bon sang, Oui, montrez, oui, enfin. on y va. Montrez. On y va clairement. On vous mettra le lien Bien dans sûr, la je- description de pétard. Mais l'épisode. montre. Oh, il a un je- abonnement Club Med Gym. Ah non. Ah, alors le costume, non. Ah non. Mais Ah non, j'y vais pas. Ah, ça m'intéresse pas du tout. Ah non, excusez-moi, non, c'est un. non, mais c'est la photo pas gracieuse. Voilà, Il merci est pas à tous photogénique. d'avoir participé à cette cérémonie Merci, des bails Thomas, d'or. Bravo Thomas. Pour ces pays disparus de l'Eurovision qui ont participé, qui ont tout donné, mais qui malheureusement aujourd'hui ne participent plus au concours pour différentes raisons. De ce qu'on a entendu, on est plutôt content qu'il participe plus. Allez, on reprend notre émission. Ah là là, maintenant qu'on a parlé des pays défunts, on va parler des pays qui continuent à se taper dessus. Génial. Et on va évoquer les cas arméniens et azerbaïdjanais. Puisque sur cette petite enclave entre la Turquie et la Russie se situe Existe une petite terre d'irréductible gaulois. le Caucase. Et donc on a du coup ce territoire, l'Arménie, qui est vraiment entouré, qui n'a pas de point d'entrée sur aucune des mers, qui est vraiment sur le continent, qui est connecté avec la Géorgie et un tout petit peu aussi avec l'Iran. Et en fait, aujourd'hui, on a un conflit qui existe depuis de nombreuses années maintenant pour le Haut-Karabakh, qui est une portion de terre située dans les montagnes entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, que les deux revendiquent. L'Arménie le revendique à juste titre, puisque la plupart des habitants qui y vivent sont arméniens. L'Azerbaïdjan le revendique parce qu'il fait partie de son territoire géographique encore plus enclavé.
Donc aujourd'hui, c'est des tensions qui existent clairement. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus, Quentin, sur ce conflit ? Ouais. Là, pour le coup, on a basculé, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des tensions, on est dans une guerre ouverte. Oui, carrément. Ah oui, c'est la guerre, quoi. C'est littéralement Okay. la guerre, il y a des centaines de morts, et c'est un conflit géopolitique international, puisque la Russie, la Turquie, l'Iran, chacun soutient, et pour des raisons très bizarres à comprendre, c'est pas du tout religieux, c'est plus politique, enfin voilà, c'est vraiment une poudrière du Caucase avec Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Nous, on se concentre vraiment sur la petite région du Haut-Karabakh, qui est une enclave, c'est vraiment un petit territoire à l'intérieur du territoire azéri, ou azerbaïdjanais, je ne sais plus comment on dit. Azéri, Je crois oui, qu'on j'ai dit dit azéri. azerbaïdjanais, Ouais, personne m'a repris. Mais je ne sais plus. Disons les deux. Et pour le coup, depuis 2020, là, il y a une guerre ouverte. Donc avant 2020, bien entendu, forte tension, boycott diplomatique à gogo dans toutes les instances internationales. Les Arméniens ne parlent pas aux Azéris, les Azéris ne parlent pas aux Arméniens. Avant 2020, avant cette guerre, quand on regarde les résultats de l'Eurovision, le vote du public et surtout le vote du jury, très pertinent depuis le retour du jury en 2009, eh ben, l'Azerbaïdjan met toujours l'Arménie en dernière place. Quelle que soit la chanson envoyée, toujours en dernière place. Et inversement, l'Arménie met toujours l'Azerbaïdjan en dernière place. Ils ont eu d'ailleurs des amendes plusieurs fois. Mais ils s'en contrefichent, puisque là, il y a des intérêts politiques beaucoup plus importants. Et en fait, ce petit lopin de terre, c'est une terre montagneuse, symboliquement, il est très fort. Parce que dans ce petit lopin de terre du Haut-Karabakh, il y a en fait des monuments, des traces de vie, notamment arménienne. Très, très ancienne. Et l'Azerbaïdjan a toujours voulu récupérer ce territoire et chasser les Arméniens. Et donc, en fait, il y a une bataille mémorielle sur ces monuments. Et quoi, c'est sympa, c'est beau, non? Faut y C'est aller plutôt joli. Ah, d'accord. C'est plutôt Ah, bah, joli. c'est pour ça. C'est plutôt joli. Mais par contre, c'est genre à 3000 mètres d'altitude. Et Oui. voilà, c'est compliqué d'y vivre. Mais il y a beaucoup d'Arméniens, effectivement. Dans mon souvenir, je crois qu'il y a 80 ou 90% de la population sont des Arméniens. Et donc, en fait, ce conflit-là, ce Haut-Karabakh, est utilisé comme une arme à l'Eurovision. Et vraiment, à de nombreuses reprises depuis les années 2000, c'est utilisé vraiment, on va y revenir, mais il y a eu plusieurs cas de figure où en réalité, l'Arménie ou l'Azerbaïdjan a instrumentalisé l'Eurovision pour faire comprendre au reste de l'Europe, vous avez vu ce petit lopin de terre là, c'est Habibi. Et autant vous dire que l'autre pays, que ce soit l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, ça dépend des années, réagit plutôt vertement et fortement et dépose plainte. Parfois, les télédiffuseurs sont sanctionnés. Comment ça s'exprime au sein de l'Eurovision, justement, ces tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ? Attends, j'ai un doute. Bah, sur ils la les mettent date. dernier. Non, alors ça, là, on l'a dit. Au-delà Non. des votes, En 2009, ouais, effectivement, à l'Eurovision à Moscou, la carte postale de l'Arménie diffuse, on associe plein d'éléments distinctifs des pays, par exemple la France, il y a la Tour Eiffel, etc., donc les cartes postales, c'est les petits moments vidéo qui présentent les pays avant que la Exactement. chanson se produise. qui durent 45 secondes et c'est le temps de switcher la scène, de mettre des décors, etc. Sauf que là, dans la carte postale arménienne, il y a ce fameux monument avec ces deux grands Ah, les deux visages. petites têtes. Les deux Ouais. petites têtes, exactement, en pierre, etc. L'Azerbaïdjan, du coup, porte plainte au niveau de l'UR en disant C'est à nous. C'est à nous genre vraiment, faut pas la mettre, enfin, faut pas la diffuser. L'UR ne réagit pas, c'est-à-dire que pendant un moment, elle fait la sourde oreille. Finalement, l'Azerbaïdjan fait tellement pression que pour la finale, on supprime cet élément-là de la carte postale. Et on voit bien voilà, qu'il y a des batailles comme ça. Et l'Arménie, en réaction, au moment de l'annonce des points, vous savez que du coup, les jurys annoncent des points, il y a des porte-paroles. Comme Élodie Gossuin. Voilà, comme Élodie Gossuin avec son You. Et bien là, en fait, la porte-parole arménienne, sur son petit calepin, elle a mis une photo de ces deux statues. Ouais, pour protester vraiment. Pour dire c'est à nous. C'est à nous. Et d'ailleurs, vous regardez bien, derrière, c'est Las Vegas. Il y a des fontaines lumineuses. C'est très moche, mais peu importe. L'Azerbaïdjan reporte plainte au niveau de l'UER. Voilà, ça prend toujours un imbroglio pas possible. Finalement, pas de sanction. Voilà. Mais on voit bien que dès qu'ils peuvent, ils essayent de placer ces éléments-là. Et ça a de nouveau eu lieu en 2012. Il y a aussi une chose dont on est sûr, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan est quand même, tu l'as dit Quentin, une dictature connue, reconnue, tout le monde le sait en fait. Et quand l'Azerbaïdjan a gagné l'Eurovision en 2011... Et donc pas très longtemps après ça. leur première participation, parce Tout à qu'ils n'ont fait. commencé qu'en 2008 à participer au concours, et l'Arménie 2006. Et c'était un... Enfin, moi, je me rappelle, c'était un choc. Enfin, je me dis, parce que la chanson était assez mauvaise, en plus. Oui. Enfin, moi, j'avais pas compris. Et donc, du coup, tout le monde dit, hop, tout le monde en Azerbaïdjan, l'année d'après, à Bakou. Et l'enfer, parce que c'est-à-dire, donc, organiser un concours dans une dictature et tout. Et donc, une de mes connaissances qui était, du coup, choriste pour Angoun, et donc qui est partie à Bakou, m'a dit que c'était incroyablement
policés. Ils n'avaient pas le droit de sortir de leur chambre d'hôtel. C'était de l'hôtel à la salle, de la salle à l'hôtel. On était enfermés dans les bagnoles et toutes les façades... Ça puait le carton-pâte à plein nez parce que du coup, en fait, on avait colmaté toute la misère du monde qui était derrière, tous les bidonvilles, tout le monde a été chassé de la ville et c'était ultra policé, personne n'avait le droit de péter, quoi. Enfin, c'était un truc assez incroyable. Ah oui, et vous m'en parliez souvent en off, mais du coup, ils ont créé aussi un Bercy. Ils ont créé en 6 mois une salle, ils ont fait construire, ils l'ont payé extrêmement cher parce qu'en plus les temps de construction sont extrêmement réduits. C'est une entreprise allemande d'ailleurs qui a gagné beaucoup d'argent avec ça. Ils ont créé un Bercy. Ils ont créé un Bercy en 6 mois, littéralement en 6 mois. Un Bercy en 6 mois. Un Bercy en 6 mois, qui reste encore aujourd'hui, enfin qui existe toujours. Alors, il y a une particularité qui est très rigolote aussi à évoquer sur la diffusion de l'émission en Azerbaïdjan à Bakou. C'est le cas de l'heure de diffusion. Puisque en fait, le concours est toujours diffusé à 21h sur le fuseau horaire de Greenwich plus 1. Donc le français, en fait. Donc le français, voilà, c'est ça. Ouais. Mais du coup, quand il est 21h à Paris, il est quelle heure à Bakou ? Je crois qu'il est 1h ou 2h du matin. Donc le show a fini à 5h. Ah oui, donc c'était une sacrée performance. Année. Et l'Arménie a participé cette année-là ? Non. Ah, ben oui, forcément. En fait, ils avaient peur. Les services secrets ont dit qu'il y avait trop de risques d'attentats contre la délégation arménienne parce que l'Azerbaïdjan, en gros, pourrait fermer les yeux sur les éventuels risques de débordement contre l'Arménie. Donc l'Arménie a préféré dire je n'y mets pas les pieds pour éviter tout problème. Ils ont déjà assez souffert. C'est vrai, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. L'Arménie participe à l'Eurovision Junior qu'elle remporte en 2021 avec Van, Camille et Malena. Il y a une anecdote sur laquelle moi j'aimerais revenir sur cette diffusion de l'Eurovision Junior. Pendant que Malena interprète sa chanson sur la télé azerbaïdjanaise, les Azéris... Sur la télé Azéri. Ouais, je pense. Je vais pas y arriver. Hein. Mais là, c'est azerbaïdjanais. Pourtant, c'est plus simple, Azéri. Oui, c'est beaucoup plus court. Sur la télé Azéri, les commentateurs ont parlé pendant les 3 minutes de la chanson. Et on rigolait, s'en foutait complètement de la chanson. Ils n'ont malheureusement pas pu omettre le fait qu'elle ait gagné et du coup diffuser jusqu'au bout. Mais ils n'ont pas rediffusé la chanson, je crois, de reprise à la fin. Mais c'est assez fou de se dire que pour un lopin de terre, on n'arrive pas à l'espace d'une soirée à un peu prendre du recul sur cette situation. Qui plus est, on parle de l'Eurovision, pas dans un débat politique. Non, mais c'est pour ça que voilà, on peut regarder l'Eurovision pour les paillettes et c'est très drôle, c'est très bien, mais il y a toujours un fond. Et l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est vraiment intéressant là-dessus. On peut supposer d'ailleurs que pour l'Eurovision Junior 2022 qui se passe en Arménie, il est fort probable que l'Azerbaïdjan n'y aille pas. Est-ce qu'il y a des faits notables qui se sont vus, Arménie, Azerbaïdjan, qui se soient produits pendant le concours Eurovision de la chanson ? On parlait du vote des jurys qui ne votent pas, enfin qui classent en dernier. Il y a eu d'autres événements où en 2016, à l'Eurovision 2016 en Suède, la candidate arménienne, pendant les votes, enfin pendant l'intermède où les gens peuvent voter, elle secouait le drapeau du Haut-Karabakh. Et il y a une politique très stricte des drapeaux à l'UER. C'est uniquement, on ne peut voir que les drapeaux des pays qui membres. Participent. Et il y a eu une histoire notamment avec un drapeau breton qui a été refusé parce que c'est un drapeau régional. Et bon, on s'en fiche un peu parce qu'il n'y a pas d'enjeu géopolitique sur la Bretagne. Mais pour le Haut-Karabakh, ça faisait un peu tâche quand d'un coup, bam. Est-ce que l'Azerbaïdjan mérite de continuer à participer au concours au même titre que la Russie ? Je vous pose la question tout à l'heure. Non. Non, pas du tout, je dis ça. Parce que c'est un pays turcophone, la Turquie s'est retirée pour des raisons de valeur. Quel est l'intérêt aujourd'hui de l'Azerbaïdjan de participer à l'Eurovision ? L'intérêt, mais le même que la Russie, ouais. Comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est un intérêt de tourisme et de découverte de la région. Mais moi, clairement, c'est vrai que pour les gens qui, comme nous, je pense, sont un peu aguerris et savent un peu ce qui se passe réellement, moi, je vais pas en vacances dans une dictature, c'est sûr, quoi. Mais c'est perturbant parce que je suis d'accord avec toi, mais quand 2012, du coup, l'Azerbaïdjan organise le concours, les cartes postales,
Tout était fait, c'était un show de l'Office du tourisme vraiment... pendant 4 heures. Et c'était très beau. C'est-à-dire, les cartes postales, en fait, c'est aller dans des petits endroits d'Azerbaïdjan, montrer les spécialités culinaires. C'était vraiment le seul moment où il y a une fenêtre visible de ce pays que personne ne connaît, que personne ne sait placer sur une carte. Et c'est logique, parce que c'est des pays dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler. Mais là, gagner, pour certains pays comme ça, gagner ce genre de concours, c'est exister sur la scène internationale. C'est 4 heures d'affichage et regardez-nous, nous sommes modernes, nous sommes développés. Ils n'arrêtent pas le faire. Et puis c'est un pays qui est source d'hydrocarbures et qui va se positionner aussi d'un point de vue politique sur sa représentation. Et géopolitique. Et c'est pour ça que, notamment, ils ont littéralement dépensé sans compter, comme dans Jurassic Park, parce qu'en fait, ils avaient les moyens de dépenser sans compter. Ils ont créé le plus grand drapeau de l'Azerbaïdjan, du monde, et c'était le drapeau azéri. Ils ont créé du coup une salle, ils ont refait des travaux dans toute la ville, pareil en 6 mois, et là où ils n'avaient plus le temps, comme tu disais Vincent, ils ont camouflé et ils ont viré des centaines d'habitants de zones trop proches de la salle de spectacle pour pas que les délégations voient qu'en fait il y a des pauvres et qu'il y a des gens, et je précise ça aussi, non seulement il y a des pauvres, mais il y avait des gens qui manifestaient à ce moment-là. Donc il y a eu des arrestations politiques, des gens en prison, bizarrement, 1 semaine avant le concours. Hop, on les met en prison, comme ça, ils nous embêtent pas pendant 3 semaines, pendant le concours. Et 3 jours après la finale, hop, ils sont de nouveau libres. Donc la question se pose, est-ce qu'on peut laisser participer ce genre de pays ? Et surtout, s'ils gagnent, est-ce qu'on y va ? Vous avez 4 heures. Non, mais on y est déjà allé. Le conflit n'existait pas, ceci dit, au moment, surtout qu'il n'était pas clairement déclaré comme il l'est aujourd'hui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Peut-être que le conflit actuel russe repose les cartes et à mon avis, ça doit être bien compliqué de gérer la situation actuellement dans les bureaux de l'UER pour la participation à l'année 2022. On pense à vous, les gars. Alors, il y a plein d'autres histoires autour de la géopolitique sur les territoires européens qu'on évoquera sans doute dans d'autres épisodes. Voilà, je pense au cas d'Israël, je pense à l'histoire autour de la Turquie, je pense... tout à fait, Chypre. Il y a encore énormément d'histoires qu'on fera un plaisir de décortiquer dans de prochains épisodes. En attendant, on va reprendre le cours de nos émissions classiques et de proposer la chronique des hurleuses. Wow, on arrête tout de suite avec ce petit ton et ces yeux accusateurs là. Oui. Je sais très bien ce que vous vous dites. Je sais très bien que vous jubilez à me voir échouer devant le challenge qui m'est imposé. Faites pas les innocents, hein. Vous avez délibérément choisi ce sujet pour me tendre un piège. Vous faites semblant de m'aimer, mais au fond, vous voulez me voir trébucher et remporter la couronne. Non, mais n'importe quoi. Eh bien, mes chers collègues, ça n'arrivera pas. Car j'ai vu clair dans votre jeu. Et si vous pensez que les hurleuses ne sont bonnes qu'à, comme leur nom l'indique, hurler, sans fond, sans conscience politique, sans rien à dire, eh bien, laissez-moi vous dire que... Vous vous trompez. Je dois vous rappeler, avant que vous ne les jugiez encore plus durement que vous ne le faites, que les hurleuses sont des êtres sensibles, comme moi, dotés d'un cœur plus grand que vous ne l'imaginez, comme moi, et qui ne rechignent pas à hurler au monde des causes qui leur tiennent à cœur. Bon, pas comme moi, parce qu'en fait, je suis pas une très bonne hurleuse, en vrai. Et c'est là qu'on peut apprécier la hurleuse dans tout ce qui se fait de mieux. Car une hurleuse qui hurle, oui, mais une hurleuse qui hurle avec du fond, oui, et oui, hein. Et c'est exactement ce que je vous ai déniché aujourd'hui, mes petits rouleaux de chou farcis. Parce que la hurleuse que vous allez entendre a réussi, et c'était pas une mince affaire, hein, par sa voix, sa présence, son intensité et ses paroles, à faire gagner son pays, l'Ukraine, au grand concours de l'Eurovision en 2016. Alors suivez-moi, on s'envole toutes et tous ensemble pour Yalta avec la bouleversante Jamala. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Mais alors Vincent, d'où vient-elle ? Eh bien, Susanna Almivna Jamaledinova, plus connue sous le pseudonyme de Jamala, est une chanteuse, actrice et compositrice ukrainienne née en 1983. Alors, afin d'éviter toute confusion, je tiens bien à préciser qu'il s'agit bien de Jamala, et non la belle femme noire puissante de nos années d'adolescence, Jamelia. Ah oui. Quoi Thomas, il n'y avait pas de confusion possible ?
Écoute, moi je suis toujours partant pour passer un bon morceau plein de la nostalgie de nos années boutonneuses. Et puis, ne me reproche pas d'essayer d'amener un peu de légèreté à ce billet, parce qu'avec l'histoire que je vais vous raconter, on va pas se taper les cuisses. Jamala, donc, est né d'un père musulman tatar de Crimée et d'une mère arménienne. Autant vous dire que niveau bonheur de départ, on part avec un petit handicap. Car comment vous expliquer ? En gros, d'un côté, on a son papa, tatar de Crimée, donc la Crimée étant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un petit bout de terre au bord de la flotte en Ukraine, qui lui est persona non grata dans son pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, période où Staline, personnage fort sympathique à la grosse moustache, a envoyé tous les Tatars de Crimée au goulag afin d'asseoir son autorité en Crimée. Hyper sympa le mec. Ah oui. De l'autre côté, on a sa maman, arménienne, donc, dont les ancêtres se sont fait chipper leur terre par, je vous l'ai dans le mille, les Russes, bien sûr. Si bien que tout ce petit monde est parti s'exiler à Osh, au Kyrgyzstan, pays que l'on s'est placé sur une carte depuis que la nouvelle saison de Pékin Express a commencé sur M6. Bref, c'est là que Jamala est née et a vécu, à Osh. Jusqu'à ce que ses parents divorcent complètement intentionnellement, de façon à ce que sa maman puisse acheter une baraque sous son nom de jeune fille en Crimée, parce que son père, toujours tatar de Crimée, c'est pas un truc qu'on peut effacer de son CV, était toujours blacklisté là-bas. Bon, je vous ai prévenu, on se fend pas la poire, mais c'est très important de vous parler de tout ça pour que vous compreniez bien la suite. Jamala, elle grandit et elle commence très tôt ses débuts dans la musique, puisqu'à l'âge de 9 ans, elle sort son premier album de chansons en tatar de Crimée, avec d'autres gamins, des gamins qui chantent, quoi, tout ce que j'aime, avant de faire ses études au Simferopol Music College, Simferopol étant une ville en Crimée avec un grand rayonnement culturel, et puis d'être diplômée de la prestigieuse Académie de musique Tchaïkovski d'Ukraine en tant que chanteuse lyrique. Point important aussi à retenir pour la suite. Mais c'est pas trop son kiff, la petite zouze de chanter en voix de tête. Elle, ce qu'elle veut, c'est être chanteuse pop. Et c'est dans ce but qu'elle sort en 2010 son premier album For Every Heart, où l'on peut retrouver le single très gospel You're Made of Love. Le très soul It's Me Jamala. C'est bien. Oui, c'est vrai. Ou encore la vibe très 60s du single Smile, chanson avec laquelle elle voudra représenter l'Ukraine au grand concours de l'Eurovision en 2011, avant de se retirer de la compétition pour d'obscures raisons. Peut-être que parce que la chanson était à chier. C'est pas possible. À cette époque, et c'est pas rien de le dire, Jamala, elle est contente. Elle est heureuse, quoi. Elle est pétillante. Elle sourit. Une vraie Nolwenn Leroy à la sortie de son deuxième album. Ah oui, on se souvient tous que lors de la sortie du premier, on avait envie de s'ouvrir les veines avec une fourchette à huîtres. J'adore cette chanson. Et c'est, pour être tout à fait honnête, une figure de Jamala que je ne connaissais pas. Ce côté très pop, très pétillant et très joyeux avec des petites trompettes et des petits flutios, tant on peut parler de grand écart avec sa prestation à l'Eurovision en 2016. S'ensuit divers albums en 2013, 2014, 2015, toujours avec cette vibe pop joyeuse cucu. Alors Jamala, c'est une chanteuse ukrainienne, donc elle chante en ukrainien. Bravo Quentin, je sens que je te fais plaisir là. J'adore. Mais choix personnel, décision de sa maison de disques, tous ces singles sont systématiquement traduits et chantés en anglais, histoire de faire un peu plus mainstream. Alors pour vous donner quelques exemples, Zaplutalas devient Confused, Shliak Dodomou devient The Way Home, Podik devient Breathe, et Cactus devient, attention, il y a un piège. Cactus, bien sûr. Oui, mais peut-être pas la même orthographe. oui. Bon, Vincent, c'est bien beau tout ça, mais parle-nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision 2016. Calme-toi Thomas, ça va bien se passer. Comme dirait un ministre bien connu. Que s'est-il passé en 2016 pour que Jamala prenne un virage si brutal dans sa carrière et son style musical ? Est-elle tombée sur un album photo de famille ? A-t-elle consulté une voyante qui lui a parlé de ses ancêtres ? Ou bien a-t-elle vu dans le ciel un soir d'été un énorme lion lui adresser ce message ? N'oublie pas qui tu es.
Eh ben rien de tout ça les amis, puisque c'est en 2014 que Jamala avait écrit les paroles de cette chanson avec laquelle elle représente l'Ukraine en 2016. J'ai nommé le puissant morceau 1944. Where is your mind? Humanity cries. You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Alors, une fois n'est pas coutume, arrêtons-nous 2 secondes pour réfléchir. La chanson s'appelle 1944. Et si on a bien voulu suivre ce qu'a dit la dame, mais je sens que je vais être obligé de reprendre pour les deux du fond, 1944, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale, date à laquelle le gros moustachu envoyait tous les Tatars de Crimée, les ancêtres du papa de Jamala, casser des cailloux en Sibérie dans des superbes pigeons en toile de jute qui grattent. Jamala nous dit avoir écrit cette chanson en 2014, date à laquelle la Russie annexe la Crimée. Surprise! Mais dis du dindon, comme dirait ma bonne amie la boulevardière Harmonie Coiffard, il y aurait pas comme qui dirait de l'arlan sur la jet de coin? Tu permets, il y aurait quand même comme de l'argent sur la jet de coin, non? Oui, j'aime les expressions des autres. 1944 est une chanson bilingue en anglais et en tatar de Crimée, dénonçant le calvaire de sa grand-mère déportée en 1944 par les Russes, sous le faux prétexte d'avoir collaboré avec les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, alors que nous savons toutes et tous aujourd'hui que ce n'est qu'un putain de prétexte pour exterminer les musulmans de Crimée. Jamala, comment dire... Elle y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Elle mouille la chemise, elle invective, elle dénonce et elle va même jusqu'à confronter les bourreaux en s'adressant directement à eux. Where's your heart? Humanity rise. You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Tous les refrains sont en tatar de Crimée, donc incompréhensible pour quelqu'un comme moi, mais après des heures et des heures de traduction, enfin 10 secondes sur Google Translate, j'ai pu comprendre que ça disait « Je ne pouvais pas me réjouir de ma jeunesse, je ne pouvais pas y vivre ». Phrase qu'elle répète encore et encore comme une litanie. On arrive sur la partie qui nous intéresse le plus, la note beuglée, envoyée dans un cri de douleur vers le ciel, qui n'est pas sans rappeler les appels à la prière des mosquées. C'est tellement ethnique qu'à chaque écoute, Quentin se jouit un peu dessus. Sans oublier le petit whistle à la Maria Carey, typique de la technique lyrique, rappelez-vous, les premières amours de Jamala. Et c'est là toute la complexité de cette performance. La voix de Jamala d'abord, elle est comme ses origines, elle est multiple. Elle est à la fois pop et à la fois lyrique. Elle est à la fois ronde et à la fois légère, à la fois cassée et à la fois puissante. C'est un son tellement particulier que c'est forcément clivant. Jamala, on aime ou on déteste. Pour l'interprétation ensuite, Jamala utilise une technique spécifique que nous maîtrisons, elle et moi. J'ai bien entendu nommer la technique de l'œil mouillé. T'es triste sans jamais que tes larmes coulent, l'émotion est retenue mais tu ne te laisses jamais submerger. Ça cloue 20 000 personnes sur un siège, clac hein. Avant que sa voix n'explose en même temps qu'un arbre de vie se dresse sur les écrans derrière elle, comme une renaissance sur une terre morte, une lueur d'espoir après le chaos. C'est fort, c'est puissant, c'est engagé, c'est sincère. Et on ne peut que être touché par l'émotion dans la voix de Jamala quand elle remercie le public à la fin de sa prestation. Ce soir-là, Jamala remporte le concours de l'Eurovision 2016 pour l'Ukraine avec 534 points, sans être la favori ni du jury, ni du public, ce qui n'était jamais arrivé auparavant dans l'histoire du concours. 1944 arrive en deuxième préféré du jury derrière Dami Im et son Sound of Silence, et surtout deuxième préféré du public derrière son concurrent russe et ennemi, Sergueï Lazarev, alors pressenti comme vainqueur. Et c'est bien là le nœud du problème. Au grand concours de l'Eurovision, on n'a pas tout à fait le droit d'envoyer des messages politiques dans les chansons, que ce soit à travers les paroles ou la mise en scène, parce que c'est un concours, comme son nom l'indique, de chansons. La 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 la. Il faut surtout pas faire de vagues. Et ça la Russie, elle l'a bien compris. Elle était pas chaude pour laisser Jamala chanter sur le génocide des Tatars de Crimée.
Elle a donc fait pression sur l'UER pour que cette chanson 1944 soit disqualifiée tant le rapprochement avec la récente annexion de la Crimée était criant. Crimée criant, vous l'avez ? Pas mal. Mais en passant par le petit comité des pontes de l'Eurovision, cette chanson a été jugée historique et non politique. Et oui, les Russes, fallait lire les petites lignes en bas de la page. Jamala, je vous l'ai dit, elle divise, c'est comme ça. Et depuis ? Eh bien, forte de sa victoire en 2016, c'est une femme transformée que l'on retrouve un peu plus tard avec son single I Believe in You, chanson sur l'empowerment dédiée à son mari, que l'on peut retrouver sur son 5e album studio, Krila. I believe in you. Never doubt, never have no fear. Yeah, they told me that I believe in you. I remember way back when. Yeah, they told me that. Le temps de devenir ambassadrice de l'UNICEF en 2016 et maman en 2018, Jamala nous revient en 2021 avec l'album My, sur lequel on peut retrouver le single Sina Pravdi, dans la même veine que 1944, et qui se trouve être la bande originale du film engagé L'ombre de Staline. Donc c'est un single en ukrainien, mais heureusement Jamala n'est pas sotte, et elle a fait une version anglaise qui s'appelle Like a Hero. Mais je préfère quand même vous passer celle en ukrainien, parce que même si je comprends rien, je préfère. À vous toutes et tous qui ignoriez que le concours de l'Eurovision est un concours beaucoup plus sérieux qu'on ne le croit. À vous qui zappez ce programme sous prétexte qu'il ne vous intéresse pas. À vous qui pensiez que les hurleuses n'étaient qu'un pétoir dans une coquille de noix. À vous, j'espère après ce billet, vous avoir donné l'envie et la curiosité de suivre et d'écouter la bouleversante Jamala. Bravo Vincent. Franchement, félicitations. Tu viens de m'émouvoir Oh, avec ben ce alors, billet. enfin, arrêtons. Ouais, ça m'a... Jamala Merci est Vincent. génialissime. Merci pour cette magnifique chronique. Bah, merci à vous. Merci. C'était très beau. Ouais. Jamala. Eh bien, on va passer tout de suite au dernier moment de notre Le temps de émission, nous remettre des émotions, visiblement. qui est le moment des 12 points. 2 minutes pour convaincre, pour présenter une chanson qui clôturera l'épisode de cette émission. Je vous propose de commencer tout de suite par toi, Quentin. Ok. Voilà. Attention, c'est parti. Aujourd'hui, les garçons, je vous présente Marouv, de son vrai nom Anna Korsun, qui a remporté la sélection ukrainienne en 2019 avec sa chanson Siren Song, le chant des sirènes. Alors malheureusement, Marouv n'a jamais pu mettre les pieds à Tel Aviv pour défendre les couleurs de son pays à l'Eurovision 2019. Après la victoire de Marouv, les dirigeants politiques ukrainiens et particulièrement le ministre de la Culture ukrainien Vyacheslav Kirilenko a fulminé dans les médias sur le fait que la gagnante a des liens importants et trop importants avec la Russie, qu'elle y a réalisé une bonne partie de sa carrière et qu'elle compte y faire une grande tournée prochainement. Bref, Marouv serait une traîtresse à son pays. Le diffuseur ukrainien a donc imposé dans le contrat de Marouv des conditions drastiques comme le fait de ne pas faire de tournée en Russie dans les années qui viennent, l'obligation de, je cite, correspondre à l'avis majoritaire des Ukrainiens d'un point de vue politique vis-à-vis de la Russie, d'être une porte-parole du pouvoir politique ukrainien, etc., etc. Bref, Marouv, en artiste indépendante, refuse de signer un tel contrat digne de la propagande de pays totalitaires. Elle déclare alors, je cite, « Je suis une musicienne et non pas une batte de baseball dans l'arène politique ». Résultat des courses, Marouv est sèchement virée comme représentante ukrainienne par le télédiffuseur du pays. Quel gâchis, parce que sa chanson était d'ailleurs dans les favorites des fans et des bookmakers pour la victoire à Tel Aviv. D'ailleurs, vous vous souvenez de mes petites polonaises en bustier qui font du beurre et qui lavent leur culotte au salon public ? J'en souviens bien, oui. Eh ben Marouv, c'est ça puissance 10. Barésie pour toutes. Porte-jartel à gogo, danse lascive sur scène, claquement de fesses et twerk, le tout sur des talons de 12 cm. Musicalement parlant, c'est de la pop électro, c'est moderne et entraînant avec un refrain diablement efficace qui reste en tête. Au final, vous l'aurez compris, aujourd'hui si je défends Marouv et sa chanson, ce n'est pas pour ses qualités intrinsèques, qui sont d'ailleurs pas si nulles que ça, mais c'est plutôt pour essayer de compenser une injustice et une tentative politique grossière du gouvernement ukrainien de manipuler une artiste en voulant la forcer de gré ou de force à devenir une femme politique. Alors votez pour Marouv, car en votant pour elle, vous votez aussi pour la liberté d'opinion et la démocratie. Vive l'Eurovision, vive la République et vive la France. Sur le gong, bravo, bien joué. On enchaîne tout de suite avec moi-même.
Alors moi en fait je vais reprendre un gagnant des Bailles d'Or aujourd'hui parce qu'il faut leur rendre hommage et je vais tout de suite vous parler de Zoli Hadok qui représenta la Hongrie en 2009. Alors Zoli Hadok, pourquoi j'aimerais que vous lui donniez une chance? Non pas parce qu'il a une pratique de rêve et que je ne laisserai pas évidemment dormir dans la salle de bain s'il venait un jour à venir chez moi, mais c'est juste que il n'a jamais gagné la demi-finale, il a terminé 15e sur 19e et j'aimerais qu'on lui rende cet hommage parce que sa prestation tout aussi Eurodance des années 2000-2002, tout aussi Eurodance des années 2000-2010 soit-elle, est quand même plutôt chiadée. Alors on est sur évidemment beaucoup de paillettes, beaucoup de belles prestations. Le mec fait quand même en live plusieurs sauts périlleux, saltos, etc. Et moi, franchement, pour la prouesse, ça mérite de comme les danseurs points. d'Angoulême. Voilà. Mais c'est surtout, on se rappelle les années 2000, qu'est-ce que c'était? C'était le big deal, c'était l'heure à l'appel, c'était les gaffettes de Vincent Lagaffe, souvenez-vous. Et tout autour de Zoli Hadok, en fait, on retrouve des ersatz de gaffettes qui dansent, cheveux au vent, tenues colorées, décolletés saillants. Et surtout, voilà, vraiment, moi c'est la chanson qui me plaît, entraînante, dansante, tout ce qu'on aime, très fausse, on va pas se mentir, parce que quand on fait des saltos, difficile de rester juste. Mais voilà, aujourd'hui, rendons hommage au Bailles d'Or, votons Zoli Hadok. Vincent ? Oui, il va falloir que je parle vite. Attention, vous êtes prêts à prendre un nombre incalculable d'informations en très peu de temps. Hein. C'est parti, le gavage d'oie. Je vous emmène aujourd'hui à Vienne en 2015 avec un groupe créé spécialement pour l'occasion. Il s'appelle Généalogie, il nous vient tout droit d'Arménie, enfin plus ou moins. Et pourquoi ? Parce qu'il est en fait composé de membres de la diaspora arménienne venus des 5 continents et d'une arménienne. Alors ça donne que des noms en Anne. Tamar Kaprelian, qui est une américaine arménienne, Vahe Tilbian, qui est un éthiopien arménien, Stéphanie Topalian, une japonaise arménienne, Marie-Jane Odoeti Basmadjian, qui est une chanteuse d'opéra australienne arménienne, Inga Arshakian, qui est une arménienne pure et dure, et enfin Essay Altounian, un français arménien, qui, pour la petite histoire, a récemment, commis le spectacle musical Noé, la force de vivre. Et donc, ces 6 petits personnages-là sont là pour commémorer le centenaire du génocide arménien de 1915. Si on bien se rappeler, en gros, l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, alors allié de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Empire austro-hongrois, a zigouillé plus de 2/3 du peuple arménien. La chanson au départ, elle s'appelait Don't Deny, parce que rappelons tout de même que la Turquie ne reconnaît toujours pas le génocide arménien aujourd'hui. Puis, jugeant que c'était un petit peu trop éloquent, on l'a rebaptisé Face the Shadow. Les 6 membres chantent à tour de rôle, bon, plus ou moins bien, on va pas se mentir, parce que je pense que pour trouver des Arméniens qui chantent bien et qui ont migré vers un des 5 continents et qui ont des noms en Anne, c'était une bonne idée, mais pas une chose aisée à réaliser. Du coup, on a des doutes sur les vraies qualités vocales de la japonaise arménienne parce qu'elle est fausse, quoi. Les filles sont drapées dans des robes de vestale sombres alors que les mecs sont en costard noir et tout le monde braille sur le refrain avec des harmonies dans tous les sens, avec une wind machine tellement à fond qu'elle fait bouger l'arbre de vie encore sur les écrans derrière eux. Alors oui, c'est un peu pompier, c'est très orchestré, il y a des violons dans tous les sens, le message n'est pas très subtil, mais saluons l'audace de l'Arménie, et qui, je vous le rappelle, un peuple qui a beaucoup souffert, qui a voulu marquer le coup et qui l'a bien réussi, son coup. Alors en conclusion, je dirais que les auditeurs et les auditrices de 12 points ne sont pas bêtes, et que si vous ne votez pas pour moi, ils sauront que vous n'avez pas fait comme on vous l'a dit dans la chanson, et que vous niez l'existence du génocide arménien. Alors si vous souciez un tant soit peu de votre karma, votez pour moi. Oh bravo, sur le gong aussi. On est bon. Ah, vous êtes de mieux en mieux, hein. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Non, c'était comme d'habitude. Mais il n'y avait pas André Manoukian? Eh bien écoutez, on se donne 10 secondes pour voter. Non, c'est pas du tout ça. Ok, et ben c'est parti, je vous propose de commencer à restituer vos points. Quentin, à qui tu donnes tes 12 points? Oui, alors, j'ai hésité vraiment longuement, mais je considère que là j'ai envie de voter pour la plastique. Pour le club Med Gym. C'est une forme de fascination-répulsion. Mais tu mérites, enfin en tout cas le chanteur mérite les 12 points. Merci beaucoup. Bravo Thomas. Oui, je suis très content de ces 12 points. Merci. Et je donne 8 points parce que j'aime bien la politique, donc à l'Eurovision, donc j'aime bien. Mais c'est vrai que cette chanson était particulièrement mauvaise et pénible. C'est pompier. C'était pénible et c'était vraiment tape à l'œil et c'était vraiment trop gros. Oui, des fois ça. Mais c'était pas mal. C'est gros, mieux c'est, non? C'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Ah oui. Alors, moi j'ai... Quoi?
On le laisse. Très bien, on la garde. Ça part. Moi, Quentin, je te donne mes 12 points. Parce qu'en fait, je me suis dit, pour une fois que Quentin nous parle de l'Ukraine et que c'est pas Choum. C'est vrai, j'ai fait exprès parce que Choum, il n'y a pas d'enjeu sur la géopolitique. Par contre, elle, oui. Bien joué. Et j'avais beaucoup de mal à départager, donc je t'ai donné le maximum que je pouvais, donc 10 points, Vincent. Pas mal. Et j'aurais C'est aimé gentil. pouvoir te donner 12 également, parce que ta description m'a donné envie de découvrir cette Oui, il chanson. faut pas, hein. Non. Enfin, c'est pas nécessaire, mais voilà. C'était vraiment en thème avec la géopolitique, hein, donc voilà. Mais... En tout cas, on vous rappelle que toutes les chansons qui sont bataillées dans 12 points sont présentes dans la playlist Spotify 12 points la playlist. Allez les écouter. Eh bien moi je vais donner mes 12 points à Thomas. Parce que bon, non seulement ça fait longtemps qu'il a pas gagné, C'est vrai. et qu'il nous saoule toutes les semaines pour dire j'ai pas gagné, j'ai pas gagné, j'ai pas gagné. Et bien en fait, je veux dire, tu t'es tellement donné pour ces bails d'or que C'est je vrai. me dis qu'à un C'était moment donné, génial. il faut récompenser l'audace. Et l'engagement. Et donc du coup, Merci. voilà. Merci beaucoup. 12 points. Est-ce que tu as vu que quand même les trophées étaient faits? En paille d'or. Les pailles d'or sont faits en paille d'or. Et Quentin, je trouve l'histoire assez touchante de cette instrumentalisation politique de cette pauvre fille. Et donc du coup, je t'ai donné 10 points. Pas mal. Parce que voilà, je pense qu'elle le mérite. La chanson, non, mais. Non, mais la chanson de Thomas non plus. En Oui. vrai, hein. En Et fait, ni là, la- autant qu'on vous dise, aucune des chansons et la n'est mienne bonne. non plus. Donc, Mais en bien vrai, sûr, il le mérite car déjà il a gagné le bail d'or et ensuite c'est un Il hommage gagne. à la Hongrie quand même qui ne participe plus à l'Eurovision depuis 2019. Donc assez Voilà. Depuis 2019. C'est quand même vachement récent. Oui, C'est bon, on va c'est pas quand non plus même- le c'est quand redéfaire. Surtout que c'est probablement des questions de thunes. Comme d'hab. En tout cas, voilà, c'est festif. C'est Zoli Haddock qui clôturera cette émission sur la géopolitique. Donc, on veut dire que le grand écart est assez fabuleux. Mais en tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. N'hésitez pas, et je vous engage même. Je vous engage à nous partager autour de vous. Faites en sorte que 12 points soit de plus en plus connu si 12 points vous plaît. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur les épisodes, que ce soit celui-ci ou les précédents. On couvre très bientôt le débrief de Eurovision France. C'est vous qui décidez, diffuser le 5 mars sur France 2 également. Merci Vincent, merci Quentin pour ce Merci à vous. super Merci Thomas. épisode. Merci. Je suis ravi de vous retrouver à chaque fois autour de ces micros pour parler de l'Eurovision sous toutes ses coutures. Send nudes. Voilà, on se retrouve très vite. Merci à tous, à très bientôt. Gros bisous, Au revoir. salut. I see it in your eyes, you wanna dance with me tonight. It's written on your body, yet you're putting up a fight. The way you move and how you groove, somewhere out of sight. You know it's only fair to tell you that you do it right. With a little luck, I'm gonna meet you on the dance floor. Just by the way you move, you make me beg for more. Burning with desire is the night I've waited for. Don't you lose your emotion, don't you be shy tonight. Let the rhythm show you, maybe you can do it right. Alright, tonight, come on, dance with me, make me lose my way. Take a chance with me, make my body sway. It's an overload in a disco fantasy. Let's dance the night away. Just yesterday, when we're on the floor, like somewhere in the movie or a club in Singapore. The lights are bright, the mood is raw, and in the middle of the night we dance till we get sore. In the middle of the night I'll meet you on the dance floor. Gonna make you move your body back for more. With the rhythm and the beat I rock you to the core. Don't you lose your emotion, don't you be shy tonight. Let the rhythm show you, maybe you can do it right. Alright, tonight, come on, dance with me, make me lose my way. Take a chance with me, make my body